Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Pagny. Bonjour Franck, merci d'être mon invité sur ce podcast. Alors, tu te définis comme un apiculteur d'entreprise et tu interviens dans les entreprises pour les accompagner sur la mise en œuvre de plans d'action liés à la qualité du travail, aux nouvelles pratiques managériales ou encore des sujets liés à l'engagement au travail. Et ton parti pris, c'est de parler sans tabou, j'ai envie de dire, de plaisir au travail. Et ça, j'avoue, j'adore parce que prendre du plaisir au travail, c'est quand même important et on ne le dit pas assez. Et d'ailleurs, de cette notion de plaisir au travail, tu en as fait une loi, celle des 4 P, et tu nous en parleras. Et donc, tu es le fondateur de Vivement Lundi, un collectif d'apiculteurs convaincus que le plaisir est un levier très puissant pour susciter l'engagement au travail. Et Vivement Lundi, c'est justement le titre du livre que tu viens d'écrire en collaboration avec My Happy Job, le fameux webzine du bien-être au travail. Et dans ce bouquin, eh bien, tu proposes 10 séances d'auto-coaching pour manager avec le plaisir. Et on va en parler aussi. Alors, merci beaucoup Franck d'être mon invité. Et pour démarrer, eh bien, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'anime tant dans ce sujet du bien-être au travail et comment tu en es venu finalement à t'investir sur ce sujet. C'est clair que prendre du plaisir au travail, d'abord, c'est extrêmement important parce que, d'abord, quelqu'un qui a du plaisir au travail, ça se voit. Il a les yeux qui brillent quand il parle de son travail, il a les lèvres humides et il en parle avec conviction, il en parle avec passion. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur le plaisir au travail. Et que je parle de plaisir au travail et pas de bonheur au travail ou de bien-être au travail. Pour moi, le bonheur au travail, c'est autre chose. Ça peut arriver, mais le bonheur est intime. Ce qui me rend heureux, moi, me regarde que moi d'abord et ne va pas forcément rendre heureux un collègue. Le bien-être, pour moi, au travail, c'est encore autre chose. Alors, c'est un parti pris que je revendique. Le bien-être, pour moi, c'est essentiellement les conditions physiques. On va parler d'ergonomie, on va parler de poste de travail, on va parler de bruit, d'odeur et de cadre de travail. Alors moi, j'ai choisi le mot de plaisir au travail et c'est la vocation de Vivement Lundi, c'est faire en sorte que de plus en plus de salariés aient du plaisir au travail et le sourire au travail et disent Vivement Lundi. Alors la question c'est, oui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis ? Moi, je me définis comme apiculteur. Et je l'écris H-A-2-P-Y. Et non, ça n'est pas, contrairement à ce que certains disent, un bullshit job. C'est un job très sérieux. D'ailleurs, j'ai fait aussi un métier très sérieux avant, j'étais consultant. Et j'ai voulu me démarquer de ce métier de consultant pour dire, tiens, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Eh bien, j'essaie de cultiver le happiness au travail, le faire en sorte que les salariés aient réellement du plaisir au travail. Est-ce que du coup, dans ton parcours, dans toute ta carrière professionnelle, finalement, il y a eu des moments où tu as ressenti que ce bien-être au travail, il était un petit peu abandonné ? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as eu vraiment envie de t'investir sur ce sujet ? En fait, je vais raconter une histoire qui fait que j'ai basculé de ce côté un peu consultant à effectivement apiculteur. Un jour, j'ai rendez-vous à Paris. Une DRH m'a demandé de venir parce qu'elle souhaitait qu'on travaille sur le mode de management. Et donc, j'arrive un matin dans l'entreprise, je me dirige vers l'accueil, puis après vers les ascenseurs. Je vais pour monter. Et là, il y a 2 cadres qui arrivent. L'un pose sa main sur l'épaule de l'autre et il lui dit « Comment ça va ?» Et l'autre lui répond
comme un lundi. Allez, bon courage. Et c'est ce jour-là où j'ai eu le déclic de me dire que c'était pas possible qu'il soit nécessaire d'avoir du courage pour aller travailler et que le lundi soit le pire journée de la semaine. Donc, j'ai eu l'idée de créer Vivement Lundi. Et c'était ce jour-là où j'ai eu aussi l'idée de me dire, mais comment faire en sorte pour que les collaborateurs, les managers et les salariés aient du plaisir au travail et disent Vivement Lundi? Est-ce que ça va être avec une formation de 2 jours? Non, non, non. Il faut aller creuser plus en profondeur pour comprendre pourquoi on a du plaisir ou pas et pourquoi ce plaisir génère de l'engagement et de l'engagement de la performance. Alors justement, en parlant de plaisir, est-ce que tu peux nous parler de cette loi des 4 P dont tu parles souvent? Ouais. La loi des 4 P dit que le plaisir partagé précède la performance. Je vous la refais. Le plaisir partagé précède la performance. En fait, on part de la fin. Toute organisation et toute structure souhaite développer sa performance. Alors, déjà, sa performance pour bien faire le job, pour bien faire le métier, mais peut-être aussi pour être performant économiquement. Et pour reprendre ce que disait Antoine Ribou, c'est être performant économiquement et socialement. Et si on n'est pas sur les 2 piliers, on se casse la figure. La performance économique est à court terme, la performance économique et sociale permet d'avoir une performance à long terme. Donc, si on veut être performant, il faut être engagé. Et si on veut être engagé, il faut avoir du plaisir au travail. Et souvent, dans les entreprises ou même sur les réseaux sociaux ou dans beaucoup de livres, on dit oui, vous devez être engagé, vous devez être heureux au travail, c'est une injonction au bonheur. On va même dire, êtes-vous heureux au travail? Non, n'atteint pas ses objectifs. C'était un petit dessin de Gabs qui m'a fait beaucoup rire à l'époque. Donc on dit qu'il faut avoir du plaisir au travail. Mais moi, je souhaitais aller plus loin, de dire, mais qu'est-ce qui fait que dans certaines entreprises, certains ont du plaisir au travail et d'autres n'en ont pas? Eh bien, on est allé creuser et rencontrer 55 entreprises pour identifier ces fameux 11 leviers, et d'où cette loi de causalité, le plaisir partagé précède la performance. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, maintenant avec cette crise, veulent retrouver de la performance économique tout d'abord. On doit retrouver du chiffre d'affaires, un volume d'activité et de la rentabilité. Eh bien, le meilleur des leviers, c'est le plaisir. Si j'agis sur le plaisir au travail et sur les 11 leviers, je vais provoquer du plaisir, de l'engagement, donc de la performance. Et comment on crée du coup le plaisir dans le Comment travail? on crée du plaisir? Bien en étant vigilant effectivement à 11 leviers que je présente dans mon livre. On peut les retrouver également sur le site de Vivement Lundi. Je prends quelques-uns de ces leviers aujourd'hui, qui d'ailleurs, avec la crise, ont été légèrement modifiés, en tout cas dans leur hiérarchie. Le premier levier aujourd'hui qui est crucial, il est d'assurer la sécurité et de rassurer les salariés sur la sécurité à la fois sanitaire, mais aussi économique. En gros, je souhaite aller travailler sans avoir de risques et prendre de risques pour ma santé. Et deuxièmement, est-ce que je vais être rassuré sur le fait que mon entreprise sera toujours là dans 3 mois, 6, 9 mois, que mon job aussi sera toujours là dans 3, 6, 9 mois? C'est vrai que la situation est parfois difficile. Donc, il convient de rassurer les salariés, en tout cas sur un principe, c'est que s'ils sont engagés et s'ils font le job, normalement, on devrait encore être là dans 9 mois. Par contre, s'ils sont désengagés, s'ils ne font pas un effort, si tout le monde ne fait pas un effort, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, je ne vais pas passer tous les leviers en revue, mais il y en a quelques-uns qui sont encore plus prégnants, encore plus importants actuellement. Je voudrais aborder celui notamment de la confiance et du télétravail. Le télétravail impose de la part des managers un vrai lâcher-prise sur le contrôle. Avant, on disait oui, bien sûr, je travaille dans la confiance. D'ailleurs, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si, la confiance exclut le contrôle, notamment dans le télétravail. On est obligé de faire confiance à ses salariés, de lâcher prise et de leur dire oui, ils vont faire le travail qui est voulu. Ça suppose aussi très certainement de revoir son mode de management et sa culture managériale. Ça, c'est pas évident. Je pense que là-dessus, il est absolument nécessaire d'accompagner, de former les managers parce que le choc est extrêmement violent. Les managers sont maintenant aujourd'hui contraints de télémanager et de faire confiance. En gros, je donne à un collaborateur une mission à réaliser. Il est encore en télétravail ou il va l'être 2-3 jours sur 5. Le télétravail va devenir maintenant beaucoup plus important que précédemment. C'était une option, aujourd'hui, ça va devenir presque la norme. Il va falloir faire confiance. Mais par contre,
ne pas avoir un contrôle unilatéral, mais mettre en place des feedbacks, des échanges réguliers avec ses collaborateurs. Et la confiance est un levier du plaisir au travail. Mmh. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, la crise a effectivement permis de faire émerger, des notions comme, porter plus attention à l'autre et c'est vrai que là-dessus, tu parles par exemple du levier de sécurité et effectivement là, le gros enjeu pour ce retour au travail aussi, c'est de savoir rassurer aussi les collaborateurs parce qu'il y a encore énormément d'incertitudes et c'est vrai que le sujet de la confiance, c'est aussi un vrai sujet qui a été très, très compliqué, j'imagine, pour beaucoup de managers. D'ailleurs, en introduction de ton livre, tu pars du constat que les managers, il y en a encore beaucoup qui sont insuffisamment formés et accompagnés pour manager dans de bonnes conditions. Et je partage aussi ce constat. Et finalement, le manager, il est celui qui devrait être en mesure de rassurer les salariés, de donner du sens aussi et de permettre Bon, peut-être aux salariés de partager ces clés du plaisir au travail. complètement, tout à fait. Le constat que je peux faire au travers des missions, parce que effectivement maintenant ça fait 10 ans que je suis indépendant et au préalable j'ai été pendant 11 ans manager chez PwC et je peux dire que depuis 20 ans j'ai vu assez peu d'entreprises qui avaient réellement investi sur les compétences managériales de leurs collaborateurs. Très souvent, il y a un technicien qui est très bon technicien, hop, il prend une promotion, il devient chef d'équipe. Le commercial, le meilleur vendeur, devient chef des ventes. Et on le bombarde chef des ventes et on dit ok, tu pars 2 jours en formation et c'est bon. Non, je pense que manager c'est un vrai métier qui nécessite des compétences, un savoir-faire, des postures aussi qui sont spécifiques et c'est pas forcément donné à tout le monde. Le meilleur des vendeurs va pas forcément faire le meilleur manager et trop peu d'entreprises forment leurs collaborateurs. Le télémanagement suppose aussi des nouvelles compétences et aujourd'hui de nombreux managers sont en perte de repères. Et s'ils appliquent les mêmes méthodes qu'au préalable, eh bien, ils se cassent la figure. Ils voient que ça ne fonctionne plus, d'autant plus que leurs collaborateurs ne les ont plus sous la main pour les contrôler. Attendez, j'ai même vu une entreprise, un manager qui avait imposé pendant le confinement une visio de 8h à 18h tous les jours avec ses collaborateurs pour les Quelle surveiller. horreur, mon Dieu. Oh, Voilà. ouais. Et il ne savait pas faire autrement. Moi je me mets à sa place. Est-ce que c'est de sa faute? Pas forcément. Mettons-nous 2 secondes à sa place. Il avait avant ses collaborateurs sous la main. Il pouvait aller dans leur bureau. Il les appelait, un claquement de doigts, les collaborateurs étaient dans son bureau. Du jour au lendemain, il ne les a plus sous la main. Il est totalement panique. Est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est plutôt à l'entreprise de dire attends, on va t'accompagner, tu vas participer à des formations, tu vas partager tes pratiques, tu vas voir comment faire, tu vas apprendre un nouveau métier et de ce fait, tu vas être dans une situation tout à fait confortable vis-à-vis de tes collaborateurs. Je Et pense c'est qu'il faut vrai bien que faire cette fonction de management, c'est essentiel. ouais, et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent managers, parce que c'est une évolution de poste ou, voilà une sorte de reconnaissance pour, Mhm. de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est des personnes souvent qui n'ont pas intrinsèquement les compétences humaines, on va dire aussi pour manager. Et comment tu expliques justement, enfin comment on pourrait se l'expliquer le fait que les entreprises, ne portent pas suffisamment d'attention et ne prennent pas justement le temps d'accompagner et de former davantage? Parce que du coup, enfin, ça leur serait d'autant plus profitable en fait. En fait, ils ne se posent pas forcément les bonnes questions. Effectivement, le budget formation, accompagnement ou coaching, c'est un coût pour certains, c'est un investissement pour d'autres. Je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire, d'investir sur ces équipes de management. Trop souvent, on dit oui, bah, écoutez, on va faire une formation. Il faut voir aussi qu'il y a des organismes de formation, franchement, qui ne sont pas sérieux du tout, qui vous font une formation standard, banalisée sur le management en salle, en plus, sans aucun accompagnement et sans aucune mise en situation. On repart de là, on n'a absolument rien appris. Je pense que ça nécessite du temps, d'être accompagné, de partager avec des pairs. Je suis très très favorable aux séances de co-développement et de partage des pratiques, et aussi avec une composante avec un accompagnement individuel. Et de ce fait, on peut véritablement faire évoluer les compétences d'un manager pour qu'il soit confortable dans sa posture, dans son costume de manager, pour qu'il puisse prendre la dimension de son poste, pour qu'il fasse aussi preuve parfois de courage managérial pour annoncer ou pour dire des mauvaises nouvelles, pour recadrer un collaborateur. Je pense que miser sur ces managers et leur faire confiance, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et peut-être qu'en France notamment, on a pris ce problème à l'envers avec des formations bidons
ou avec un pseudo-accompagnement qui ne donne aucun résultat. C'est super intéressant ce que tu dis et je retiens surtout qu'il y a vraiment, comme tu dis, deux façons de voir les choses. Soit on voit les choses un peu comme un coût, comme une dépense, quelque chose qui va vraiment nous coûter et donc avoir une vision plutôt négative, ou alors de se dire on investit réellement aujourd'hui, peut-être en temps et en argent, mais c'est un investissement pour l'avenir. Et c'est hyper intéressant ce que tu partages, parce que finalement, sur le sujet global de la qualité de vie au travail, il y a peut-être aussi ces deux visions qui se confrontent, d'entreprises qui vont voir la démarche qualité de vie au travail comme un coût, quelque chose qui va faire perdre du temps, qui va être lourd à porter, etc. Ou alors, à l'inverse, quelque chose qui va véritablement permettre de s'investir pour l'avenir. Par rapport à ce sujet de la qualité de vie au travail, comment toi, tu vois les choses évoluer par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Moi, pendant un certain temps, je m'étais dit, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque de parler de qualité de vie au travail avec tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi un petit peu ta vision de tout ça? Alors, moi, j'ai des convictions assez fortes sur ce sujet et je pense qu'aujourd'hui, investir sur la qualité de vie au travail et sur le plaisir au travail est assurément le meilleur investissement possible pour une entreprise. Et je parle avec des faits, là, avec des données chiffrées. Les retours sur investissement des entreprises, alors je prends des pays qui sont un peu en avance sur la France, je pense notamment au Canada et au Québec. Il y a des études qui démontrent que $1 investi en qualité de vie au travail rapporte entre 2 et 3 dollars. Je vous mets au défi de trouver un investissement aujourd'hui en France qui ait un tel retour sur investissement et un tel coefficient multiplicateur. Aujourd'hui, effectivement, le manque, on va le prendre par la non-qualité de vie au travail. Le manque de qualité de vie au travail se traduit instantanément par quoi? Un absentéisme, un désengagement, une démotivation, mais aussi par ce que j'appelle la performance qui est empêchée ou qui est masquée. Je m'explique. Un collaborateur sait très bien, lui, comment il faut faire pour améliorer le processus, comment faire pour mieux travailler entre les services. Mais comme on ne lui a pas demandé son avis, il dit, mais vous pouvez toujours courir pour que moi je vous donne la bonne idée. Mais moi, je sais comment on peut améliorer notre processus. Un manager, c'est pareil. Il dit, moi, je sais comment je pourrais très bien m'entendre avec le gars du bureau d'études, alors que moi, je suis sur la partie commerciale. Mais comme on ne nous a jamais demandé notre avis, bilan des courses, je ne vais pas vous donner ma bonne idée. Et là, il y a un gisement de performance qui est réellement empêché parce que, tout simplement, on ne va pas investir sur ce champ-là et écouter et donner de l'autonomie à ses collaborateurs qui sont aujourd'hui dans des situations un peu opposées. Je pense qu'il est peut-être temps, et peut-être que justement cette crise peut provoquer cette prise de conscience de se dire, oui, avant la crise, on avait un fonctionnement en silo, on était cloisonné. Alors, c'est le cas dans 8 entreprises, sinon 9 sur 10, voire même 10 sur 10. Il y a des oppositions classiques, marketing, vente, des oppositions entre la vente et la production, entre les finances et les ressources humaines, entre deux business units qui sont soi-disant en concurrence. Il est peut-être temps de se mettre autour de la table et se dire, allez, on fait fi de nos oppositions, on est là pour développer l'entreprise, pour assurer sa pérennité, parce qu'on va tous contribuer à cette vocation, on laisse tomber un peu le passé et on fait appel à notre intelligence. Et on se met autour de la table et on cherche ensemble des solutions pour pouvoir justement être encore là demain et pouvoir prendre des parts de marché et continuer à se développer sur notre marché. Peut-être qu'il est temps, peut-être que cette crise peut provoquer cette prise de conscience et le fait de réinvestir sur le plaisir au travail. Ça veut dire peut-être mettre de côté aussi les égos, quelque part, non? Ah oui, c'est clair. C'est Idriss Aberkan qui évoque la notion d'ego et de projet. C'est clair que quand l'ego est au service du projet, ça marche. Mais quand le projet est au service de l'ego, assurément, on va se planter. C'est clair que si vous voulez investir aujourd'hui sur le plaisir au travail est le meilleur investissement, d'abord parce que de nombreuses entreprises, au préalable, étaient dans des situations très tendues. Elles ont raclé de tous les côtés, toutes les économies qui étaient possibles sont passées en lean manufacturing, en lean organisation, sont les plus affûtées possibles. Seulement, il y a un dernier levier, un dernier champ qui n'a pas été investigué, c'est effectivement celui du plaisir au travail, qui génère de l'engagement et donc de la performance, et que si on réinvestit ce champ du plaisir au travail avec ces 11 leviers, il est possible d'avoir de vraies, solides performances. Et j'ai des exemples très concrets d'entreprises dans lesquelles on est intervenu, où on a pu mesurer le fait que de travailler sur le plaisir au travail permet
dans ces entreprises-là, à l'époque, c'était l'indicateur que l'on avait, de diviser par 2 le taux d'absentéisme. Et quand dans une entreprise industrielle, vous passez de 8 à 4% d'absentéisme, les économies se chiffrent en millions d'euros. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre de chiffres bien en tête justement pour montrer que c'est une démarche qui fonctionne. C'est clair. Les entreprises qui ont les meilleurs, alors là on va généraliser, les entreprises qui sont classées dans les meilleurs niveaux de qualité de vie au travail, dans les 25% des entreprises qui ont le meilleur niveau de qualité de vie au travail, ont en moyenne un taux d'absentéisme de 36% inférieur à la moyenne de la profession. De 36% inférieur à la moyenne de la profession. On mesure qu'en fait 1% d'absentéisme, c'est à peu près entre 1,6 et 1,8% de la masse salariale. On fait très très vite les calculs et justement, le non-plaisir au travail se traduit immédiatement par un absentéisme, courte ou longue durée, et coûte très très cher à l'entreprise. Mais aujourd'hui, les entreprises vont peut-être pas forcément lutter contre l'absentéisme, mais ont besoin de retrouver de l'engagement pour de la performance. Et pour trouver de l'engagement, il n'y a pas mieux que le plaisir. Est-ce que ce serait ta définition du coup d'une bonne qualité de vie au travail, être performant dans le plaisir? Être performant dans le plaisir, oui, ça peut être ça. Ça peut être avoir du plaisir dans la performance aussi, peut-être, en inversant. Ouais. Revenons un petit peu du coup sur ces leviers que tu as définis et du coup que tu partages dans le livre Vivement lundi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et peut-être nous délivrer quelques petites clés qui, selon toi, permettraient de manager justement dans le plaisir, avec plaisir? Alors, on a vu la sécurité tout à l'heure, on a vu la confiance. Il y a un autre levier qui est extrêmement important, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, alors notamment en France, on n'a pas une culture de la reconnaissance. J'ai encore en tête un dirigeant d'entreprise qui me dit bah oui, attends, il fait le job, je vais quand même pas le féliciter, il est déjà payé pour ça. Bien si, justement, déjà aujourd'hui, faire le job dans le contexte actuel est déjà exceptionnel. Et je pense que il est important de réinvestir sur ce champ-là de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est comme l'énergie solaire. Il y en a partout, c'est omniprésent, ça fait du bien, c'est chaud, c'est propre. Et comme l'énergie solaire, c'est inépuisable. Et comme l'énergie solaire, c'est sous-exploité. J'adore l'image. C'est super. Et oui, et la reconnaissance, elle porte sur 4 champs. On peut reconnaître les résultats. Bon, ils vont peut-être mettre un petit peu de temps à arriver. Hein. C'est clair que c'est un peu difficile. Par contre, avant les résultats, il y a les efforts qui sont consentis, il y a les adaptations qui sont réalisées. Je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable de reconnaître et de dire merci à vos collaborateurs, merci pour les efforts que vous avez consentis durant les 3 derniers mois, merci pour votre capacité à vous adapter, merci pour votre capacité à accepter les changements et l'inconfort que vous avez vécu dans le télétravail, dans le confinement et dans le déconfinement. Merci aussi pour vos compétences que vous avez mis au service. Merci pour vos initiatives. Merci tout simplement pour qui vous êtes. Et je pense que rien que par ces messages-là, s'ils viennent de pairs, de collaborateurs ou du management, ça va être extraordinaire. Et ça permet de développer de l'énergie en disant « Ah, enfin, on me dit merci, on me reconnaît, je me sens reconnu. Ok, c'est bon, je vais pouvoir m'engager. » Mais c'est des fondamentaux, en fait, mais qui sont très, très puissants. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir à rappeler des règles essentielles de savoir-être avec l'autre, en fait. De rappeler que c'est important de considérer l'autre pour ce qu'il est, de le valoriser, de le respecter. Enfin, mais c'est vrai que c'est un peu les bases, j'ai envie de dire, du savoir-vivre en société. Alors, tout à fait, ça paraît très basique. On dit ouais, mais enfin c'est gentil, bien sûr, il faut dire merci. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, vous allez dire merci au cours des semaines suivantes. Ah ouais, mais non, là je peux pas. Non, non, non. On a une espèce de culture. Je pense que c'est culturel effectivement et c'est ancré. On ne va pas aller féliciter quelqu'un pour lui dire merci et je vous félicite pour le travail que vous avez réalisé. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pourtant, des études, il y a notamment une étude de la CFDT qui a été réalisée qui s'appelle Parlons Travail, qui doit toujours être en ligne d'ailleurs, parlonstravail.fr, un truc comme ça, qui explique qu'est-ce qui provoque du mal-être chez les collaborateurs et vous met en colère. Dans 42% des cas, c'est le manque de reconnaissance. Alors d'accord, l'étude de la CFDT, elle est orientée. Oui,
mais il y a quand même 200 000 personnes qui m'ont répondu. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'études où il y a 200 000 répondants? Je ne crois pas. Toutes les études, même celles d'ailleurs qui sont faites par Malakoff, Médéric ou Malakoff, Humanis, sont extrêmement bien faites et démontrent qu'en France, la plupart des collaborateurs souffrent d'un manque de reconnaissance. Et alors je ne sais plus moi dans quelle étude j'avais lu ça, mais on avait révélé que effectivement les salariés souffraient de manque de reconnaissance. En revanche, les managers avaient la sensation d'en délivrer suffisamment et qu'on voyait qu'en fait il y avait un gap, il y avait un écart de réalité assez flagrant. Ouais. Dans les diagnostics et les baromètres sociaux que l'on réalise en entreprise, on interroge les collaborateurs et managers sur cet item-là. Avez-vous des signes de reconnaissance réguliers de la part de votre management? Et si vous êtes manager, en donnez-vous régulièrement. Et il y a toujours un écart, on va dire, de 10 à 20% entre la personne qui sont des managers et la perception des collaborateurs. Je pense qu'il faut peut-être juste se remettre autour de la table et de dire, voilà, vous collaborateurs, de quoi avez-vous besoin? C'est quoi pour vous un signe de reconnaissance positif que vous attendez de la part de votre équipe, de votre manager? Eh bien, j'ai eu des retours très concrets de collaborateurs qui me disent, moi, je veux juste qu'on me dise bonjour le matin, merci quand j'ai fait le job, au revoir le soir, et puis si j'ai fait un truc qui est exceptionnel parce que j'ai réussi à dépanner une machine, eh bien, si mon chef vient me voir et me dit, écoute, vraiment merci pour le job, c'était génial, eh bien, ça me suffit. J'attends pas de reconnaissance financière, contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais, donc la reconnaissance, c'est un autre levier. Et quel conseil tu pourrais donner, par exemple, aux salariés qui ont envie de développer du coup tous ces leviers d'engagement et qui ont envie de prendre plus de plaisir à leur travail, mais qui sont justement freinés par une certaine forme de management ou un manager qui est aux antipodes de tout ça? Comment on fait pour malgré tout rester bien dans son travail? C'est compliqué. L'idée, le but, c'est pas de se fâcher avec son boss, avec son N+1 et de lui dire, voilà, mon manager ne fait pas le job, bien évidemment. Non, par contre, c'est peut-être déjà à leur niveau, parce que les managers aussi ont besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est très fréquemment dans les baromètres sociaux qu'on réalise chez Vivement Lundi, une population qui est en souffrance, parce qu'ils se trouvent entre le marteau et l'enclume, je dirais, dans une situation difficile. Marteau et l'enclume, c'est un peu catégorique, mais ils se trouvent dans une situation difficile avec des collaborateurs qui ont des revendications, qui demandent certaines choses, et la direction qui n'en donne pas. Donc, ils se trouvent dans une situation difficile. Peut-être que ces collaborateurs peuvent tout simplement déjà féliciter, reconnaître et dire merci à leur manager qui les soutiennent. Il est tout à fait aussi possible de développer quelques initiatives autour de soi. Peut-être tout simplement, il y a une fonction que j'aime bien. Alors, ça va bousculer un peu les lignes, mais c'est Casino qui avait mis ça en place. C'est la fonction de bienveilleur. Le bienveilleur est quelqu'un qui est chargé de développer la bienveillance autour de lui et qui va prendre des initiatives. Alors, pour offrir un café, pour reconnaître quelqu'un, pour fêter un anniversaire, pour apporter un gâteau, pour développer en fait des relations transversales entre services et créer une convivialité réelle, opérationnelle, entre collaborateurs. Alors, c'est faisable, bien évidemment, en physique, en présentiel. C'est aussi tout à fait faisable en digital, en organisant des échanges transverses. Et on l'a vu d'ailleurs avec Zoom ou avec WhatsApp. Je pense que c'est une première initiative qui peut être intéressante. Il y a une deuxième initiative qui peut être intéressante, qui est, alors j'adore celle-ci, c'est de lancer la chasse aux irritants. Ah oui, j'en parle souvent ça, oui. L'irritant, c'est quoi? L'irritant, c'est le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de marcher, mais s'il y en a un deuxième, au bout d'un moment, ça va vite vous gonfler. Puis s'il y en a un troisième, ça devient carrément insupportable, on ne peut pas avancer. Il y a des irritants dans l'entreprise aussi. Il y a des irritants matériels. La connexion Internet qui est trop lente. Il y a des irritants matériels comme le store qui est cassé, la chaise qui tient pas très très bien. Il y a aussi des irritants comportementaux. C'est le collègue qui a systématiquement une remarque qui franchement est déplacée, qui peut porter sur le physique de l'autre. Je ne veux pas aller plus en détail, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Des irritants comportementaux comme celui qui va systématiquement faire une pique, ou des irritants qui sont liés à l'organisation, des processus très longs, des reportings trop longs par exemple, ou des réunions qui durent. Eh bien peut-être que là, il est possible de lancer à la chasse aux irritants et de se concentrer sur des choses que l'on peut modifier autour de soi. L'aménagement d'un bureau,
Pourquoi y a-t-il toujours dans l'entrée des archives qui sont posées par terre et qui sont là depuis 1992? Vous pouvez m'expliquer pourquoi dans 10 boîtes sur 10 dans lesquelles je interviens, c'est toutes les archives qui sont par terre, qui sont là dans la salle de réunion? Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a le syndrome de ficus dans 8 entreprises sur 10? Vous savez, ce pauvre ficus qui est tout rabougri dans un coin, dont personne s'occupe. dont personne ne s'occupe et qui sert tout un temps de dépôt de mégots de cigarettes, etc., etc. Bon, ben ça, c'est des irritants et il faut bien avoir conscience, et on le sait très bien si on essaie d'améliorer son environnement à domicile, le fait d'être dans un cadre apaisant et plutôt joli crée en fait un bien-être intérieur. C'est pareil au travail et on y passe 8 heures, 10 heures au travail. Pourquoi est-ce que l'on subit ces archives par terre, ce cadre qui est cassé, qui est absolument immonde? Et sérieusement, si chacun met 10 euros, on se met autour de la table, on va chez Jiffy pour aller acheter 2-3 décorations, on va trouver une plante verte, voire même un collègue amène 2-3 choses pour aménager son bureau, ça va fonctionner. Dans la boîte où j'étais avant, j'avais aménagé mon bureau avec un diffuseur d'huile essentielle, j'avais amené un tableau qui me plaisait beaucoup, j'avais réaménagé le cadre, comme par hasard, tout le monde venait dans mon bureau pour discuter. Mais pourquoi vous venez? Je dis, Franck, je sais pas, il y a une bonne atmosphère, on est bien dans ton bureau. Bah oui, on était bien dans mon bureau parce que j'avais voulu moi-même être bien dans mon bureau. Donc, chassez les irritants, foutez à la poubelle et vraiment aux archives dans un coin ces trucs qui datent de 1992 qui ne servent absolument à rien, arrosez le ficus ou changez-le, mettez un joli cadre, mettez des diffuseurs d'huiles essentielles, nettoyez votre bureau, rangez-le, vous allez voir, ça va tout de suite produire un effet positif sur le cadre de travail. D'ailleurs, l'aménagement des conditions de travail est un des 11 leviers. Et merci de rappeler effectivement, parce que les petits irritants, c'est effectivement des choses assez importantes dont on ne prête pas forcément attention comme il le faudrait. Et pourtant, je pense que ça nous pollue de façon plus ou moins consciente au quotidien. Ouais. Ça nous prend notre attention, ça nous prend notre énergie, notre focus. Et pourtant, on peut modifier ça assez facilement. Et sur l'irritant du comportement, si vous voyez un collègue, parce qu'il y a toujours des boucs émissaires et des personnes qui en prennent plein la figure, et si vous voyez un collègue qui n'a pas des propos appropriés, eh bien, plutôt que d'y aller tout seul, vous alliez à 3, 4 ou 5 en disant, écoute, non, sincèrement, Pierre, ce que tu dis là à Jacqueline, c'est pas acceptable, c'est pas correct. Moi, ça me choque. Comme personne n'a jamais osé dire à Pierre que ce n'était pas approprié et que ce n'était pas acceptable, Pierre, il va dire, oh bah alors si on ne peut plus plaisanter, hein, si on ne peut plus la taquiner. Jacqueline, elle est blessée par ce qu'on dit là. Il ne faut pas l'accepter. Et si vous êtes à plusieurs à le dire, écoute, Jean-Pierre, ou que ce soit... Oui, nous n'avons rien contre les Pierres. On n'a rien contre les Pierres et ni contre les Jacqueline, bien évidemment. Mais si vous y allez pour le voir dire non, ça n'est pas acceptable, il ne faut pas accepter ce qui est inacceptable. N'acceptez pas que quelqu'un fasse à quelque chose à quelqu'un d'autre que vous n'accepteriez pas pour vous-même. Parce que Jacqueline est peut-être dans une position psychologique de faiblesse et sincèrement, ça pollue l'ensemble de l'entreprise de voir cette maltraitance et ces propos inappropriés. Merci de le rappeler. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer et je serais très curieuse d'avoir ta vision sur ce métier en tant que toi, apiculteur d'entreprise. Alors, c'est une bonne question qui est assez sensible effectivement en ce moment. Je pense qu'il y a, pour ma part, 2 catégories de Chief Happiness Officer. J'ai envie de dire les vrais et les faux. Les faux Chief Happiness Officer, et je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas de leur faute à eux, ont été mis dans des positions, en gros, de communicants ou de communicantes. Pourquoi? C'est très fréquemment, ce sont plutôt des femmes et des jeunes femmes qui vont aller servir des chouquettes, des corbeilles de fruits et animer des concours de baby-foot. Et ça, c'est bidon. Et ça, c'est totalement bidon. Ce n'est pas de leur faute à elles, c'est plutôt la faute de la direction qui a voulu faire un effet de communication avec, regardez, dans ma boîte, j'ai une Chief Happiness Officer, on va mettre en place des vidéos sur Internet pour attirer les jeunes talents avec des gars qui jouent au baby-foot. Ça ne marche pas.
ou alors on prend les jeunes diplômés de hautes écoles pour des idiots et ils vont croire que c'est parce qu'il y a un baby-foot qu'il y a des bonnes ambiances de travail. Non, pas du tout. Par contre, il y a les vrais Chief Happiness Officer. Pour moi, le vrai Chief Happiness Officer, il a une mission, une lettre de mission claire. Il a des objectifs qui sont clairement définis. Il a un reporting clair à réaliser sur l'évolution de ces objectifs. Il a des moyens financiers, et il rend compte directement au DRH ou au directeur général. Et là, il a un vrai job qui est extrêmement puissant et extrêmement important et stratégique pour l'entreprise. Et je voudrais faire la comparaison avec, et effectivement, c'est ceux qui ont plus de 50 ans qui peuvent les connaître comme moi, avec ce qui se passait dans les années 80 et 90 avec les cercles de qualité et le développement de la notion de qualité. Venant du Japon, les cercles de qualité sont arrivés et les premiers responsables qualité sont arrivés. C'était des trublions qui avaient le droit d'aller partout pour contrôler la qualité des processus et qui rendaient compte directement au DG. Donc tout le monde avait un petit peu les chocottes quand le responsable qualité arrivait, mais il avait les vrais moyens. Et ça a permis de développer notamment les normes ISO 9000 et 14000, 26000, etc. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises sont certifiées ISO, HAS, HACCP, etc., etc. Et aujourd'hui, on cherche la qualité. Je pense que demain, ce job de Chief Happiness Officer va avoir le même potentiel d'évolution que les responsables qualité, avec des équipes de Chief Happiness Officer qui vont être en charge du développement. Alors, on peut l'appeler bonheur, bien-être, plaisir au travail, qualité de vie au travail, peut-être, c'est peut-être le mot qui convient, qui est le plus généraliste et le plus concret. Responsable de la qualité de vie au travail, avec une vraie mission, avec des indicateurs qui sont observables et mesurables, le taux d'absentisme, le taux d'engagement, les résultats aux enquêtes régulières, aux baromètres sociaux qui sont faits, la capacité d'attractivité de l'entreprise des talents, la loyauté des talents. Ça, ce sont autant d'objectifs qui incombent pour moi au Chief Happiness Officer. Alors, les vrais Chief Happiness Officer, bravo, j'applaudis. Les faux, non, c'est bidon et ça va disparaître très très rapidement. D'ailleurs, même les entreprises qui aujourd'hui cherchent à réaliser des économies ne vont pas investir sur ces missions-là. Par contre, elles vont peut-être investir effectivement sur des responsables de la qualité de vie au travail et des vrais Chief Happiness Officers en lien directement avec le CODIR, DRH ou CHO. Après, c'est vrai, je partage tout à fait ta vision. Et bon, c'est vrai que organiser des actions de convivialité, baby-foot, etc., ça peut être critiquable. Mine de rien, c'est toujours utile pour les aspects de convivialité, hein, ça, pourquoi pas. Ah oui. Là où c'est dommageable, c'est que bien souvent, quand on fait ça, voilà, c'est que ça masque parfois des douleurs, des mal-être qu'on ne traite pas, en fait. C'est ça qui est compliqué. Moi, je suis fanat de baby-foot, une bonne partie de baby-foot, de ping-pong, ou des entreprises qui développaient des parties de pétanque entre midi et deux, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas avec une partie de pétanque qu'on va réduire les risques psychosociaux. C'est ça. Il faut appeler un chat un chat. Ça peut être un plus, mais pour moi, c'est en haut de la pyramide. Il convient d'abord de travailler sur les fondamentaux, le sens de son travail, la confiance, la reconnaissance, l'écoute. Les conditions de travail, pour moi, c'est le socle et c'est la base. Et ensuite, au-dessus, oui, on va développer ces moments de convivialité. Et on peut très bien avoir les deux en même temps, avoir un moment de convivialité et travailler sur les relations de travail et sur le lien social. C'est ça, c'est d'abord créer une posture en profondeur et ensuite travailler sur des choses plus liées à la joie. Pas que, pardon, tu as dit ? Pas que et pas uniquement. Et je pense que, notamment, les reportages qu'on a pu voir à la télévision sur regarder ce que c'est que la qualité de vie au travail et les Chief Happiness Officers avec des jeunes femmes qui étaient organisées la distribution des chouquettes. Et ça, c'est complètement bidon et ça n'est pas la réalité du métier de Chief Happiness Officer aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et je pense que certains Chief Happiness Officers et certains reportages à la télévision ne jouent pas en faveur de ce métier qu'est Chief Happiness Officer. Ça, c'est clair. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu au manager, au final, d'avoir cette posture de CHO ? Est-ce que si les CHO se sont développés, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un manque d'attention auprès des collaborateurs, une attention qui aurait peut-être dû être faite par les managers ? Normalement, effectivement, cette mission incombe d'abord effectivement aux managers. Dans une entreprise de 1000 salariés, vous avez peut-être, je sais pas, 100 ou 250 managers, donc vous n'avez pas 250 Chief Happiness Officers. Pour autant, je pense que c'est effectivement la qualité de vie au travail dans mon équipe incombe d'abord aux managers.
Certaines entreprises ont mis en place l'évaluation des managers sur la qualité de vie au travail et les résultats aux baromètres sociaux dans leur équipe. Donc, ils sont motivés à faire en sorte que leur équipe se sente plutôt bien. Attention, parce qu'il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire de dévoyer et d'être dans une injonction au bonheur. Sois heureux parce que c'est mon objectif. Ouais. Non, pas du tout. Je crois qu'au contraire, ça doit être plus participatif. Mais il faut voir une chose aussi, et c'est un autre peut-être de mes combats, c'est que c'est la notion de management empêché. Tout à l'heure, on parlait de performance empêchée, maintenant on parle de management empêché. Très souvent, les managers ont un rôle de développement commercial, de développement business, un rôle d'expert technique sur un sujet. Ils ont également un rôle de reporting en interne pour analyser les résultats et faire un reporting. Et ils ont aussi un rôle de manager, coach, manager, bienveilleur. Et cette dernière notion réellement de management coach qui va s'occuper de ces équipes, théoriquement devrait représenter environ 20 à 25% du temps du manager. Aujourd'hui, c'est entre 0 et 5% du temps. Les managers n'ont plus le temps, n'ont pas assez de temps à consacrer à l'écoute de leurs collaborateurs, à l'animation de moments conviviaux, à l'animation de moments de team building, à la réflexion et à la créativité, à l'animation de réunions de brainstorming. Ils n'ont plus le temps pour ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se font bouffer par le développement, l'expertise ou le reporting, et notamment et surtout par le reporting. Donc, bilan des courses, eh bien, ils ne consacrent que 5% de leur temps réellement au management. D'où le besoin d'avoir peut-être d'autres personnes, comme des Chief Happiness Officers, qui vont venir y suppléer. En tout cas, il y a une chose qui revient beaucoup dans tout ce que tu dis, c'est cette force qu'est l'intelligence collective et de mettre finalement tout le monde au centre de la table pour impliquer finalement chacun dans toute cette question de qu'est-ce qu'on fait concrètement tous ensemble pour construire un environnement qui convienne à tous, qui soit à la fois vecteur de plaisir et de performance. Tout à fait. Alors, l'intelligence collective, c'est un peu mon dada. C'est vraiment un sujet et un moyen absolument incroyable de faire bouger les équipes ensemble. Chez Vivement Lundi, on adore animer des moments en intelligence collective, que ce soit des forums ouverts ou des World Café. Et dernièrement, on le pouvait encore avant la crise. J'espère qu'on le pourra encore à la rentrée. On a développé le jeu de l'île du lundi. C'est un jeu convivial qui justement permet d'embarquer les équipes et en fait on apprend et on fait évoluer ses postures tout en jouant et qui permet de toucher du doigt les leviers du plaisir au travail par le jeu. Je prétends que c'est dans le jeu que se construit le nous. Ouais. Mais j'adore jouer avec les mots. Si tu devais faire un petit peu porter un regard sur tout ce que tu as vécu avec les entreprises sur ce sujet de la qualité de vie au travail, ce serait quoi ton plus grand succès ? Mon plus grand succès par rapport à ça, si une fois, j'ai animé justement en intelligence collective auprès de 120 collaboratrices d'une grande société dans la gestion locative présente sur Lyon. Et on s'est retrouvé à Paris. En fait, c'est une société qui est présente partout en France. Et on a animé une après-midi en intelligence collective sur comment faire en sorte de mieux travailler entre nous au service de nos locataires. Et au cours de cet après-midi, on m'a donné ensuite la parole. Donc, c'était un World Café avec 120 personnes où on cherchait des idées sur ce sujet-là. Il y a une des collaboratrices qui arrive, qui se lève et qui dit « Voilà, aujourd'hui, je me sens considérée. » On m'a écouté, j'ai proposé des idées et ces idées ont été mises en œuvre. Je me sens considérée. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'elle m'a fait. On s'aperçoit que c'est souvent ce sujet-là qui revient au final, un besoin de considération de juste, pas extrême, mais juste normal en fait, de montrer à l'autre qu'on le reconnaît pour sa valeur. C'est quand même la base, c'est hyper important. Si on part du principe, alors c'est Zobrist qui le disait dans le fervent défenseur des entreprises libérées. Moi, je suis pas forcément fanat des entreprises libérées, mais en tout cas, le personnage est remarquable et il avait 2-3 bonnes idées. Il disait, mais en fait, partez du principe que vos collaborateurs sont intelligents. D'abord, vous les avez embauchés parce qu'ils étaient intelligents et parce qu'ils étaient compétents. Okay. Partez du principe qu'ils sont plutôt honnêtes et que vous pouvez leur faire confiance. Okay. On part de ce principe-là. Maintenant,
on va les rassembler, on va les écouter et créer des conditions pour qu'ils puissent proposer des idées d'amélioration, de meilleures relations, interservices, de solidarité, de développement. Eh bien, ils vont remonter des idées qui sont extrêmement intéressantes. Et comme en plus, c'est eux qui vont remonter ces idées, ils vont être tout à fait favorables à les mettre en œuvre, puisque c'est eux qui les ont proposées. Donc, on n'a plus de résistance au changement. On a au contraire un engagement réel au changement. Il y a une image que j'adore qui dit, voilà, si tu as une pomme et que j'ai une pomme, et que l'on échange nos pommes, chacun va repartir avec une pomme. Mais si tu as une bonne idée et que j'ai une bonne idée et que tu me donnes cette bonne idée et qu'on les partage, chacun va repartir avec 2 bonnes idées. Et si vous mettez 150 collaborateurs qui chacun vont exprimer leurs bonnes idées, vous n'imaginez pas l'intelligence collective que l'on va créer. C'est absolument inouï, c'est absolument incroyable. Et c'est là, parmi vos collaborateurs, qu'il y a les meilleures idées pour assurer le développement et retrouver la performance de votre entreprise. Donc moi, je passe le message aux entreprises qui, à un moment donné, peuvent nous écouter. Créer des conditions d'intelligence collective pour dire comment et maintenant on fait quoi. La crise est passée, on a besoin de retrouver de la performance. On se réunit alors en physique ou en digital, peu importe. On arrive aujourd'hui à animer des World Café sur Zoom, ça fonctionne très bien pour produire de l'intelligence collective, pour trouver ensemble des initiatives, des idées pour pouvoir nous développer, pour faire en sorte d'aller au-delà de nos fractures, de notre concurrence interne, de nos silos. On va faire péter ces silos et ces cloisonnements internes pour retrouver de l'intelligence collective, pour enfin, effectivement, pouvoir repartir vers de l'engagement et vers de la croissance. Et en plus, la croissance que l'on va obtenir dans quelques temps va aussi générer du plaisir au travail. C'est un cercle vertueux. Le plaisir partagé précède la performance et la performance génère du plaisir au travail. Bon, j'espère qu'en tout cas, tu auras réussi à convaincre tous ceux qui nous écoutent. J'ai peu de doutes là-dessus, j'en suis sûre même. Avant qu'on termine le podcast, parce qu'on arrive presque au bout, j'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup sur le livre Vivement lundi, que tu as sorti très récemment du coup en collaboration avec le site bien connu My Happy Job. Et du coup, dans ce bouquin-là, pour ceux qui ont justement envie de creuser le concept du plaisir partagé qui précède la performance, tu partages 11 leviers, c'est ça, 11, qui permettent de développer le plaisir au travail pour plus de performance économique et sociale. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le livre ? Sur le livre, en fait, c'est une collection de 4 livres, 3 autres livres, Zen et en forme, le slow working et puis les soft skills. Et en fait, ce livre devait sortir au mois de mars. Il a été bousculé, il sort maintenant, il arrive effectivement aujourd'hui dans les librairies. Alors, c'est des conseils qui sont très pratiques. Alors, je raconte des histoires réelles qui sont issues de mes observations, mais je les décrypte à côté pour voir qu'est-ce qui s'est passé. J'apporte des conseils, des astuces, des trucs très pratico-pratiques que l'on peut utiliser. Et c'est pas un livre qu'on va lire de la page 1 à la page 198. On peut taper dedans, il y a un chapitre sur comment ajuster et équilibrer exigence et bienveillance. Comment générer facilement du plaisir au travail avec 0 budget. Comment développer le sens et les valeurs. Comment développer la reconnaissance. Comment agir en tant que manager s'il y a des risques psychosociaux autour de moi. Comment développer la qualité de vie au travail. Vraiment, c'est un livre, et je vais citer, alors pour le coup, quelqu'un que j'admire qui s'appelle Emery Jacquia. Emery Jacquia, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a repris la CAMIF. Il est aujourd'hui PDG de la CAMIF. Et il explique que ce livre est un véritable livre de cuisine dont on peut se servir tous les jours et même qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je leur remercie encore cette excellente préface que je vous invite à retrouver dans ce livre Vivement lundi. C'est vrai que le livre, j'invite aussi tous ceux qui ont envie de creuser ce sujet ô combien important de l'engagement au travail en utilisant le plaisir. J'invite vraiment les personnes à se munir de ce livre qui est effectivement très pratique et qui se dévore par petits bouts, effectivement, en fonction des sujets qu'on a envie de creuser. Je coupe tout à l'heure. J'étais en accompagnement individuel avec quelqu'un qui m'a fait l'honneur de demander de faire appel à mes services. Il me dit qu'il avait bien apprécié mes formations il y a 10 ans. Il m'a rappelé, il me dit: Franck, je voudrais bien que tu m'accompagnes individuellement. Il m'a dit: Franck, j'ai acheté ton livre, je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai l'impression de t'entendre. Waouh, j'ai dit: écoute, tu me fais super plaisir, Sylvain.
Oui, c'est gagné. En tout cas, le My Happy Job a effectivement, comme tu l'as dit, sorti une série de 4 livres, dont un qui permet de traiter tout ce qui touche à la sérénité et l'efficacité, un pour cultiver ses talents et un autre pour apprendre à travailler moins mais mieux, qui a été fait d'ailleurs par Diane Ballona-Ronan, que j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi pour le podcast. Donc, en tout cas, si vous voulez aller creuser tous ces sujets, vous avez toutes les infos aussi sur le site myhappyjob.fr. Franck, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Eh bien, de pouvoir effectivement poursuivre ma mission, ma vocation, qui est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de salariés qui disent vivement lundi, qui aient du sourire au travail, du plaisir au travail, parce qu'effectivement, je pense que le plaisir génère de la performance, et puis que des entreprises fassent appel à nos services pour pouvoir les accompagner sur le plan collectif ou individuel, pour créer les conditions réelles et sérieuses pour qu'il y ait du plaisir au travail et que ça soit dans leur entreprise vivement lundi. C'est ça, réenchanter finalement le lundi, c'est pas rien, c'est un sacré challenge, mais après tout, il est quand même temps d'être content de se lever chaque début de semaine pour retourner au travail. Donc, vivement lundi, et du coup, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été mon invité pour ce podcast. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Merci pour votre écoute, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.